Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux. Pas dans l'obscurité éternelle que j'attendais, mais dans la lumière crue d'un hôpital parisien, l'odeur d'antiseptique me piquant les narines comme un reproche. J'étais mort, poignardé dans le dos par ceux que j'appelais famille, et pourtant, me voilà, respirant à nouveau, le cœur battant au rythme d'une horloge revenue en arrière 10 ans plus tôt, juste avant que tout ne s'effondre. Le rire de ma sœur Claire résonnait encore dans mes oreilles, ce ricanement aigu qui avait scellé mon sort lors de la lecture du testament de grand-père. Une clé rouillée pour l'héritier maudit, avait-elle lancé, tandis que mon cousin Étienne hochait la tête, les lèvres pincées en un sourire de serpent. Ils ignoraient que cette clé ouvrait non seulement une porte oubliée, mais les abysses de leur propre trahison et que j'étais de retour pour les y noyer. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait vu naître et périr 2 fois. La première fois, j'avais cru en l'amour filial, en les liens du sang forgés dans les salons haussmanniens de notre maison familiale au cœur du 7e arrondissement. Mais la lame froide d'un couteau manié par la main même d'Étienne, sous les ordres de mon oncle Bertrand, m'avait appris la vérité, l'héritage n'était qu'un piège, et moi, le bouc émissaire parfait pour leurs ambitions voraces. 30 ans, une vie entière de sacrifices pour une famille qui me voyait comme un obstacle, et maintenant, cette seconde chance, ce miracle maudit du temps plié sur lui-même. Je sentais le pouls de la ville à travers les veines de mon nouveau ou plutôt, ancien corps, le grondement du métro sous la Seine, l'arôme du café noir dans les brasseries de Saint-Germain, le murmure des secrets dans les couloirs du Louvre. Mais au-dessus de tout, la rage, une lave brûlante qui montait de mon ventre, prête à consumer ceux qui m'avaient enterré vivant. Je m'appelais Alexandre Duval, du moins c'est ainsi que le monde me connaissait avant ma chute. Architecte de renom, j'avais restauré les joyaux cachés de Paris, ces hôtels particuliers aux façades baroques où les familles nobles comme la mienne ourdissaient leurs complots depuis des générations. Grand-père, le patriarche impitoyable, avait bâti notre fortune sur l'immobilier, transformant les ruines de la guerre en empire de verre et d'acier. Mais il avait un faible pour moi, son petit-fils rêveur, comme il disait, et c'est pour cela qu'il m'avait haï. La clé qu'il m'avait léguée n'était pas un bibelot, elle était la serrure d'un coffre-fort secret, enfoui sous les fondations de notre maison ancestrale, contenant non seulement des documents prouvant les fraudes fiscales de mon oncle, mais aussi les preuves d'un meurtre, celui de ma mère, étouffé 30 ans plus tôt par les mêmes mains avides. Dans cette vie antérieure, j'avais tout découvert trop tard. Lors de la lecture du testament, au cabinet notarial de la rue de Rivoli, entouré de cousins aux regards fuyants et de ma sœur aux ongles laqués de rouge sang, j'avais tenu cette clé comme un talisman ridicule. Ils avaient ri, oh comme ils avaient ri. Claire, avec son chignon impeccable et son tailleur Chanel, avait même proposé de la fondre pour en faire un collier utile. Étienne, mon cousin si proche, si fraternel en apparence, avait ajouté, peut-être qu'elle ouvre le cœur d'Alexandre, figé depuis la mort de sa chère maman. Les mots avaient piqué, mais j'avais souri, ignorant que 2 jours plus tard, il m'empoisonnerait lors d'un dîner familial Beaufouquès, pour que l'héritage, cette clé maudite, tombe entre leurs mains. Mais la mort n'avait pas été la fin. Plongé dans un coma artificiel après l'empoisonnement, mon esprit avait voyagé ou du moins, c'est ce que je ressens encore comme un rêve fiévreux. Des visions de grand-père, penché sur moi dans la nurserie de notre maison, murmurant, la clé, Alexandre. Elle ouvre la vérité. Ne la donne jamais. Puis, le noir, et le réveil. Pas dans le présent, mais en 2015, 10 ans en arrière, lors d'un accident de voiture que j'avais simulé pour échapper à une dette forgée de toutes pièces par Bertrand pour me discréditer. J'étais dans mon appartement du Marais, le téléphone sonnant avec le nom de Claire affiché, et mon reflet dans le miroir, jeune, intact, sans les cicatrices de la trahison finale. La première décision fut instinctive, controversée même pour moi, je ne répondrai pas. Au lieu de cela, je fouillais mes tiroirs, cherchant cette clé qui n'existait pas encore dans cette timeline. Oh non, elle viendrait plus tard, lors du testament en 2025. Mes grands-pères étaient vivants ici, à 75 ans, cloués dans son fauteuil roulant à l'étage supérieur de la maison familiale. Je pris un taxi, direction le 7e, le cœur cognant comme un tambour de la Révolution. Paris défilait, indifférente, les touristes au pied de Notre-Dame, les vendeurs de marrons chauds sur les boulevards, la tour Eiffel perçant les nuages comme une lance. Mais pour moi, chaque pierre était un témoin muet des crimes enfouis. Arrivé à la maison, un hôtel particulier du 19e siècle avec ses balcons en fer forgé et ses vitraux dépeignant des scènes de la cour des miracles, je gravis les escaliers 4 à 4. Grand-père était là, dans sa bibliothèque au rayonnage courbé sous le poids des volumes reliés cuir Balzac, Hugo, Proust, ces géants qui avaient su disséquer l'âme française avec une cruauté exquise. Alexandre ? Sa voix était un croassement,
mais ses yeux, vifs comme ceux d'un aigle. Je m'agenouillai, les larmes coulant sans honte. Grand-père, je sais. Pour la clé. Pour maman. Il sursauta, sa main tremblante agrippant la coudoir. Comment? Je lui racontai tout, ou du moins, assez pour qu'il me croie, les visions, la mort future, les rires au testament. Il rit, un rire sec comme des feuilles mortes dans le jardin des Tuileries. Tu es le revenant, alors. Bien. La clé est prête. Mais écoute-moi, mon garçon, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid en France, c'est un opéra, sanglant et théâtral. Ils t'ont volé ta mère empoisonnée par Bertrand pour l'assurance vie, un scandale qu'il a étouffé avec l'aide de son fils Étienne et de ta sœur, qui n'était qu'une marionnette ambitieuse. Le coffre sous la cave contient les lettres, les analyses toxicologiques falsifiées, et les transferts bancaires vers les comptes suisses. Je sentis le monde basculer. Ma mère, Élise, morte d'une crise cardiaque lors d'un voyage à Deauville, alors que j'avais 10 ans. J'avais pleuré des nuits entières, convaincu que c'était le destin cruel des Duval. Mais non, un calcul froid, pour que Bertrand, l'oncle veuf, hérite de sa part et consolide l'empire immobilier. Claire, ma sœur aînée, avait été complice passive, recevant sa coupure en bijoux et en silence. Étienne, le cousin que j'avais élevé comme un frère après la mort de son père, avait falsifié les documents pour couvrir les traces. Et maintenant, murmurai-je, la gorge serrée. Grand-père sourit, un sourire de loup. Tu joues le jeu. Tu feins l'innocence. Tu les laisses croire que tu es faible. Puis, quand le testament viendra dans 10 ans, pour eux, tu ouvres la porte. Mais attention, Alexandre, en France, la justice est une putain, elle vend ses faveurs aux plus offrants. Ta revanche doit être personnelle, impitoyable. Et controversée, brise les tabous, défie les lois du sang. Je quittai la maison ce soir-là avec la clé en poche ou un artefact de bronze gravé d'un lys, symbole des Bourbons, lourde comme un remords. De retour dans le Marais, je m'assieds à mon bureau, face à l'ordinateur, et commençai à tracer le plan. Première étape, infiltrer leur vie plus profondément. Claire travaillait déjà à la banque familiale, manipulant les comptes avec une efficacité glaciale. Étienne, avocat au barreau de Paris, défendait les intérêts de Bertrand dans des procès pour éviction forcée chassant les locataires pauvres des immeubles haussmanniens pour les revendre à des oligarques russes. Bertrand, le patriarche autoproclamé, siégeait au conseil d'administration de Duval Immobilier, un empire valant des centaines de millions. Ma première décision controversée vint vite, saboter subtilement Claire. Pas par violence ou non, cela viendrait plus tard, mais par la séduction. Elle était fiancée à un banquier falot, un certain Laurent, que je connaissais de mes cercles d'architectes. Lors d'une soirée au Plaza Athénée, je m'approchai d'elle, verre de champagne en main, feignant l'amnésie de nos rancunes futures. Claire, ma chère sœur, tu rayonnes ce soir. Laurent a de la chance. Elle rougit, surprise par ma chaleur inhabituelle. Nous dansâmes, et je glissai des mots empoisonnés, il semble si prévisible. Toi, tu mérites un feu plus ardent. Les semaines passèrent en un tourbillon de dîners et de confidences forcées. Claire se confia, Laurent l'étouffait, et Bertrand la pressait pour un héritage stable. Je devins son confident, son amant secret une inceste tabou que la société française chuchotait mais tolérait chez les élites. C'était controversé, immoral, mais nécessaire, en la séduisant, je plantai les graines du doute. Elle rompit avec Laurent, et notre liaison devint un scandale murmuré dans les salons du faubourg Saint-Honoré. Étienne, apprenant la rumeur, me confronta lors d'un apéritif au comptoir du Relais. « Tu couches avec ta sœur, Alexandre ? C'est dégoûtant, même pour un Duval. » Je ris, un rire froid. « Et toi, cousin ? Tes petites aventures avec les stagiaires de ton cabinet ne sont-elles pas plus sordides ? » Il pâlit, sachant que j'avais des preuves des photos discrètes que j'avais obtenues via un détective privé, payé avec mes premiers honoraires d'architecte. Il recula, mais la graine était semée, la famille se fissurait. Pendant ce temps, je m'approchais de Bertrand. À 55 ans, il était l'incarnation du pouvoir français, costume sur mesure de chez Dormeuil, cigare cubain, et une maîtresse installée dans un appartement vu sur la Seine. Je lui proposai un projet, la rénovation d'un hôtel particulier abandonné dans le 6e, financé par Duval Immobilier. Oncle, c'est notre chance de redorer le blason familial. Il accepta, ravi de m'avoir sous son contrôle. Mais dans les plans que je soumettais,
j'insérais des anomalies subtiles, des faux calculs structurels qui, s'ils étaient approuvés, causeraient un effondrement partiel lors des travaux, rien de mortel, mais assez pour déclencher une enquête sur les fraudes. La tension montait comme un orage sur la Méditerranée. Grand-père, sentant sa fin approcher, m'appela un soir d'automne pluvieux. Le testament est prêt. La clé est à toi officiellement. Mais souviens-toi, la revanche n'est pas vengeance si elle n'est pas théâtrale. Il mourut 2 jours plus tard, d'une pneumonie feinte en crise cardiaque ou du moins, c'est ce que je soupçonne, car Bertrand avait déjà commencé à trafiquer les médicaments pour accélérer l'héritage. La lecture eut lieu un mardi gris, dans le cabinet du notaire, place Vendôme. La famille au complet, Claire, les yeux rougis par notre liaison secrète, Étienne, nerveux, tripotant son alliance, Bertrand, impérial, sirotant un cognac. Le notaire, un homme sec comme un parchemin, lut les clauses, les parts égales pour tous, sauf pour moi à Alexandre Duval, je lègue la clé de bronze gravée d'un lys, et tout ce qu'elle ouvre. Silence, puis les rires. Claire éclata la première, un gloussement hystérique. Une clé? Pour l'artiste incompris. Étienne renchérit, peut-être qu'elle ouvre un chemin vers la gloire, loin de nous, les vrais Duval. Bertrand, plus mesuré, haussa les épaules, un caprice de vieillard. Je tins la clé, froide contre ma paume, et souris. Peut-être. Mais vérifions. Sans un mot de plus, je me levai et sortis, les ignorants. Cette nuit-là, seul dans la cave de la maison familiale, un labyrinthe de voûtes romanes sous les fondations, j'insérai la clé dans la serrure rouillée d'un coffre encastré dans le mur. Le déclic résonna comme un coup de feu à l'opéra. À l'intérieur, des dossiers jaunis, des enregistrements audio de Bertrand confessant le meurtre de ma mère à un complice, des relevés bancaires montrant les pots de vin vers les juges pour étouffer l'affaire. Et une lettre de grand-père, utilise cela pour les briser, mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Le lendemain, la tempête éclata. J'envoyai anonymement les copies aux autorités et la police judiciaire, le parquet de Paris, même à un journaliste du Monde connu pour ses enquêtes sur la corruption des élites. Claire me confronta la première, paniquée, dans mon appartement. C'est toi, n'est-ce pas? C'est fuite. Alexandre, nous sommes frères et sœurs. Pense à la famille. Je la regardai, nuancée par notre passé charnel, et murmurai, la famille? Celle qui a tué maman? Celle qui m'a empoisonné dans l'autre vie? Ses yeux s'écarquillèrent. Autre vie? Tu es fou. Mais elle savait. La liaison avait été mon piège, j'avais enregistré nos nuits, ses confessions sur les pressions de Bertrand. Si je tombe, tu tombes avec moi, Claire. Inceste et complicité de meurtre, un beau titre pour les tabloïds. Elle s'effondra, pleurant, mais je n'eus aucune pitié. C'était controversé, destructeur, mais la France, avec son histoire de drames familiaux des rois fous aux amours incestueux de la littérature, tolérait de tels excès chez les siens. Étienne fut le suivant. Je l'attirai dans un piège plus vicieux, un faux rendez-vous professionnel au bar de l'hôtel de Crillon. Là, je révélai les photos de ses harcèlements, et pire, un enregistrement où il admettait avoir falsifié les autopsies pour Bertrand. Choisis, cousin, la prison, ou tu témoignes contre ton père. Il choisit la trahison contre moi, encore une fois. Dans un accès de rage, il tenta de m'étrangler, là, au milieu des lustres en cristal. Tu es un monstre, revenant du diable. Je me débattis, et dans la lutte, il trébucha, sa tête heurtant le marbre. Un accident? Peut-être. Mais le sang sur le sol était le premier versé. Bertrand, sentant le filet se resserrer, organisa une confrontation finale dans la salle à manger de la maison familiale, sous le portrait ancestral des Duval, un tableau où nos ancêtres semblaient nous juger depuis le XVIIIe siècle. Alexandre, arrête cette folie. Nous pouvons partager. La clé, l'héritage au tout. Claire et Étienne ou ce qu'il en restait, pas les meurtriers étaient là, muets. Je sortis les dossiers, les jouai sur un projecteur, la voix de Bertrand, claire comme un glas, Élise devait partir. Trop de questions sur les comptes. Une pilule dans son vin, et adieu l'héritière gênante. Le silence fut assourdissant. Claire hurla, Étienne vomit. Bertrand, blême, murmura, tu bluffes. Mais non. La police frappa à la porte à cet instant, alertée par mon appel anonyme. Menottes, cris, flash des caméras dehors, le scandale éclaboussa les unes comme une tempête. Héritier Duval avoue meurtre familial, titra le Figaro le lendemain.
Pourtant, le twist vint de l'ombre. Alors que Bertrand croupissait à la santé, attendant son procès, grand-père ou son fantôme, qui sait? M'apparut en rêve, tu as gagné, mais à quel prix? Regarde Claire. Elle s'était suicidée cette nuit-là, une overdose de somnifères dans sa baignoire de marbre, laissant une note, pardonne-moi, frère. Le sang nous lie et nous tue. Étienne, brisé, se pendit dans sa cellule préventive. Et moi? Libre, riche de l'héritage purgé, je marchais seul sur les quais de Seine, la clé au fond de ma poche. Était-ce une fin heureuse? En France, la victoire a toujours un goût de cendre. J'avais vengé maman, brisé les traîtres, mais le miroir me renvoyait un monstre d'un Duval pur sang, forgé dans le feu de la revanche. Paris continuait de briller, indifférente, mais dans mon cœur, l'opéra n'était pas terminé. Peut-être, un jour, une nouvelle clé s'ouvrirait. Les jours suivant la lecture du testament furent un ballet macabre de faux-semblants. Paris, enveloppé dans son manteau automnal de feuilles roussies et de brume matinale, semblait conspirer avec moi pour orchestrer le premier acte de ma symphonie vengeresse. J'avais décidé de ne pas frapper immédiatement, non, la revanche française se savoure en lent décadence, comme un vin de Bordeaux qui mûrit en cave avant de corrompre le palais. Au lieu de cela, je cultivais l'illusion de la faiblesse, assistant aux réunions du conseil d'administration de Duval Immobilier avec un air absent, laissant Bertrand présider d'une main de fer gantée de velours. Claire, ma sœur, était la clé littéralement et figurativement de mon plan. Notre liaison, ce péché contre nature que j'avais initié avec une précision chirurgicale, la rongeait de l'intérieur. Elle m'appelait tard le soir, sa voix tremblante dans le combiné, mélange de désir et de dégoût. « Alexandre, viens. J'ai besoin de toi. » Je venais toujours, glissant dans son appartement haussmannien du 8e arrondissement comme un fantôme, nos corps s'entremêlant dans des draps de soie tandis que je murmurais des vérités empoisonnées. Bertrand te manipule, Claire. Il t'a toujours vu comme un pion. Rappelle-toi Deauville, quand maman est partie. Il était là, avec son sourire de croque-mort. Elle se raidissait sous moi, ses ongles s'enfonçant dans mon dos. Arrête. C'était une crise cardiaque. Les médecins l'ont dit. Mais le doute germait, un poison plus lent que celui qu'il m'avait administré dans ma vie précédente. Je lui montrai des bribes, un vieux article de journal sur des cas similaires d'empoisonnement par digitaline, un extrait audio que j'avais fabriqué à partir des enregistrements du coffre, altéré juste assez pour semer la paranoïa sans révéler la source. Écoute sa voix, Claire. Il parle d'elle comme d'un obstacle. Étienne, de son côté, sombrait dans une spirale de vices qu'il croyait cachée. Je l'avais piégé avec les photos, mais je ne les utilisais pas encore, au lieu de cela, je l'encourageais subtilement lors de nos déjeuners au café de Flore. Cousin, la vie est courte. Profite des plaisirs. Il mordait à l'hameçon, ses conquêtes se multipliant, des jeunes avocates ambitieuses, des mannequins éphémères, toutes filmées par les caméras que j'avais installées dans son bureau via un cadeau, un ordinateur neuf bourré de malware. Chaque vidéo était un fil de plus dans ma toile. Bertrand, l'araignée au centre, sentait le vent tourner sans pouvoir l'identifier. Lors d'une inspection sur le chantier de l'hôtel particulier que je révisais, il me tapa l'épaule, son parfum de tabac froid me donnant la nausée. « Tu fais du bon travail, neveu. Peut-être que la clé de ton grand-père ouvre enfin ton potentiel. » Je hochai la tête, feignant la gratitude, tandis que les ouvriers ignares installaient les poutres défectueuses selon mes plans sabotés. Un effondrement mineur, juste assez pour alerter les inspecteurs du travail et exposer les économies de coûts illégales de Duval Immobilier. La première fissure apparut un mois plus tard, lors d'un gala de charité à l'hôtel de ville. Les lustres de cristal projetaient des éclats sur les robes de couturiers italiens et les smokings anglais, mais sous la surface, les murmures circulaient comme le vin de champagne. Un journaliste, un jeune loup du Canard enchaîné, m'approcha avec un dossier sous le bras. « Monsieur Duval, des rumeurs sur des irrégularités dans vos chantiers. Et ce legs étrange. Une clé? Pour un coffre secret, peut-être ?» Je souris, glissant une enveloppe discrète dans sa poche les premières preuves falsifiées d'un détournement mineur par Étienne. Creusez, monsieur. La vérité est plus juteuse qu'un scandale d'État. Le lendemain, l'article parut, Duval Immobilier, la clé du scandale? Claire paniqua, me bombardant de messages, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je répondis par un rendez-vous nocturne, où je la pris avec une violence contenue, nos corps un champ de bataille. Non, Claire. C'est le karma.
Ou peut-être grand-père qui veille. Elle pleura après, et dans ses larmes, elle avoua, Bertrand m'a forcé à signer des chèques pour Deauville. Pour les funérailles. Mais il y avait plus. Le coup de grâce pour Étienne vint lors d'une audience au tribunal. Son cabinet défendait une éviction collective dans le 18e des familles immigrées chassées pour un projet de luxe. Je m'étais arrangé pour que les victimes aient un avocat pro bono, financé anonymement par moi. L'audience tourna au fiasco, témoignages accablants, preuves de pot de vin. Étienne, suant sous sa robe, perdit la face. Ce soir-là, il débarqua chez moi, ivre, un pistolet à la main, un Beretta hérité de son père, collectionneur d'armes. Tu me ruines, salaud. Pour une clé ridicule. La bagarre fut brève, théâtrale. Il pressa la détente, mais le cran de sûreté était enclenché au saboté par moi lors d'une visite amicale précédente. Je le désarmai d'un coup de genou, et dans la chute, son crâne heurta le coin de la cheminée. Du sang, beaucoup de sang, tachant le tapis perçant. J'appelai les ambulances, feignant l'horreur. Un accident. Il était saoul. Mais dans ma poche, l'enregistrement de sa confession réelle, cette fois était prêt pour la police. Bertrand riposta par la calomnie. Des rumeurs se répandirent, j'étais un drogué, un pervers incestueux. Claire, brisée, les démentit publiquement lors d'une interview à France Inter, mais ces mots sonnaient faux. Mon frère est un homme honorable. Les auditeurs rirent, sentant le mensonge. La famille se désintégrait, et Paris, cette grande actrice, applaudissait en silence. Pourtant, au milieu du chaos, un moment de doute me saisit. Marchant seul le long des Champs-Élysées, sous les guirlandes de Noël précoces, je repensais à ma vie précédente, les rires au testament, la lame dans le dos. Était-ce justice, ou simple cycle de haine? La réponse vint avec l'arrestation de Bertrand, menotté devant les flashs, hurlant « C'est Alexandre. Le revenant. Il sait tout. » Le twist, dans sa cellule, il écrivit une lettre interceptée par mon contact au parquet avouant non seulement le meurtre de maman, mais un autre, celui de grand-père, accéléré pour le testament. La fin approchait, sanglante et inévitable. L'hiver 2015 s'installa sur Paris comme un linceul, la neige saupoudrant les toits en zinc d'un voile immaculé qui contrastait avec la pourriture intérieure de notre lignée. Avec Étienne dans le coma ou irréversible, dirent les médecins de l'Hôtel-Dieu, le poids de la culpabilité me rongeait, mais je l'écrasais sous la botte de la nécessité. Il avait choisi son camp 2 fois, dans cette vie comme dans l'autre, sa main avait trempé dans mon sang. Claire, elle, errait comme un spectre, évitant les miroirs de peur d'y voir notre reflet entrelacé. Nous sommes maudits, Alexandre, me dit-elle un soir, lors d'un dîner forcé autour d'argent, où les canards laqués semblaient nous narguer de leur graisse dorée. La clé a ouvert Pandore. Je levai mon verre de Bordeaux, les yeux dans les siens. Pandore? Non, Claire. C'est la boîte de grand-père, et elle ne contenait que des serpents les vôtres. Elle tressaillit, mais ne nia pas. Les fuites continuaient, un autre article dans Libération, détaillant les transferts vers Genève, avec des noms le sien inclus. Elle me supplia de l'épargner, offrant son corps comme tribut, mais je refusai. La séduction avait servi, maintenant, venait le temps du jugement. Va voir un prêtre, Claire. Ou un psy. Mais pas moi. Bertrand, acculé, contre-attaqua par les canaux souterrains de la finance française. Des audits falsifiés circulaires, accusant Duval Immobilier de blanchiment ironie cruelle, car c'était sa propre main qui avait sali les comptes. Je ripostai en activant le dernier levier du coffre, un enregistrement vidéo, caché dans un tiroir secret, montrant Bertrand versant le poison dans le verre de maman lors d'un dîner à Deauville. Grainé, flou, mais identifiable, grand-père avait tout prévu, ce vieux renard. Je le fis parvenir à un procureur intègre, un certain Lefebvre, que j'avais rencontré lors d'une affaire d'héritage mineur. C'est personnel, monsieur. Mais la justice l'exige. Le procès s'annonçait comme un drame racinien, passion dévorante, trahison filiale, un cœur de journaliste en liesse. Les audiences préliminaires eurent lieu au palais de justice, cette forteresse gothique où les fantômes de la terreur semblaient murmurer approbation. Bertrand, défendu par une armada d'avocats dont un ancien ministre, plaida l'innocence, accusant un complot familial. Claire témoigna, voix chevrotante, mon oncle est un homme bon. C'était un accident. Mais sous le feu croisé des questions, elle craqua, avouant l'échec, les silences complices. J'avais peur. Il menaçait de me déshériter. Le public,
ce jury invisible de la nation, se délectait. Les dîners en ville tournaient autour de l'affaire Duval, c'est pire que les Romanov, s'exclamait-on chez l'ami Louis. Moi, je restais en retrait, l'architecte tourmenté, donnant des interviews larmoyantes à TF1, perdre ma mère, maintenant cela. Je veux juste la vérité. Les sondages d'opinion ridicules reliques de notre démocratie spectacle me portaient au nu comme le vengeur pur. Mais le twist personnel vint de l'intérieur. Une nuit, fouillant les affaires de grand-père dans la bibliothèque, je trouvai une lettre scellée à mon nom, si tu lis ceci, c'est que tu as ouvert la boîte. Sache que ta mère n'était pas la seule victime. Bertrand a tué ton père aussi un suicide en 2000, pour les parts de l'entreprise. Et moi? J'ai su, et j'ai couvert, pour le nom Duval. La vengeance est un miroir, Alexandre. Elle te consumera. Le choc me plia en deux, vomissant sur le tapis perçant. Grand-père, complice? Le patriarche que j'idolâtrais, un monstre déguisé. La rage se tourna contre moi-même, étais-je différent, avec mon inceste calculé, mes sabotages mortels? Pourtant, je continuai. Le chantier de l'hôtel particulier s'effondra comme prévu à un mur de façade s'écroulant sur des échafaudages, blessant 3 ouvriers. L'enquête révéla les fraudes, matériaux bas de gamme, permis truqués. Duval Immobilier vacilla, action en chute libre à la Bourse de Paris. Bertrand, en détention provisoire, tenta un suicide une lame de rasoir dans la baignoire de sa cellule, raté de justesse. Il murmure ton nom, me dit Lefebvre au téléphone. Revenant. Claire, perdue, chercha refuge chez moi une dernière fois. Aide-moi, frère. Je porterai tout, mais sauve-moi. Nous fîmes l'amour une ultime fois, un adieu fiévreux, et au matin, je l'envoyai chez les flics avec une immunité partielle en échange de son témoignage complet. C'est la fin, Claire. Pour maman. Elle partit, tête haute, mais je savais, le scandale de notre liaison éclaterait au procès, la brisant publiquement. Le jour de l'ouverture du procès, la pluie martelait les vitraux du palais. La salle était bondée, familles endeuillées, caméras, et moi, au premier rang, la clé pendue à mon cou comme un crucifix. Bertrand entra, chaîne aux pieds, le visage ravagé. Tu as gagné, neveu. Mais le diable te reprendra. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, frappa le marteau. Accusé, plaidez-vous coupable du meurtre d'Élise Duval? Silence, puis, oui. Le monde s'arrêta. Aveu spontané, pour minimiser la sentence aux ruses d'avocats. Mais les preuves déferlèrent, autopsie rouverte, témoins exhumés, transfert bancaire gelé. Claire, en larmes, raconta tout, il nous a forcés. Pour l'argent. Pour le pouvoir. Étienne, éveillé miraculeusement du coma, fut transféré en chaise roulante pour témoigner, père. Oui, c'était lui. Mensonge, ou rédemption tardive. Peu importe, le jury le crut. La sentence tomba comme un coup près, perpétuité pour Bertrand, 20 ans pour Claire et Étienne en tant que complices. Dehors, la foule hurlait, justice pour Élise. Moi, je marchais sous la pluie, libre, mais vide. La clé, dans ma main, semblait brûler. Était-ce la fin heureuse? Ou le début d'un nouveau cycle, où je deviendrais le monstre que j'avais chassé? Paris, éternel, essuyait ses larmes. Le printemps 2016 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle, les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur les allées gravillonnées, tandis que les Duval saignaient leur fortune au tribunal. J'avais gagné la guerre, mais les batailles personnelles me hantaient comme des spectres de la comédie française. Claire, incarcérée à Fleury-Mérogis, m'écrivait des lettres tachées de larmes, le poids de nos nuits me tue plus que les barreaux. Pardonne, où est moi éternellement? Je les brûlais dans la cheminée de mon appartement élargi l'héritage net, après saisie, m'avait rendu l'hôtel particulier entier. Haine ou pardon? En France, les deux se confondent en un absinthe amer. Étienne, sorti sur caution médicale, devint un paria. En chaise roulante, il errait les boulevards, quémandant des regards que personne ne lui accordait. Je le vis un jour, près du Pont-Neuf, nourrissant les pigeons avec des miettes de son sandwich. Cousin, appelai-je, m'approchant. Il leva des yeux creux. Viens finir le travail, Alexandre. Où es-tu l'as du sang? Nous parlâmes des heures, assis sur un banc, la Seine coulant comme nos regrets. Il avoua, dans ma vie précédente, c'était lui qui avait tenu le couteau, sous ordre de Bertrand. J'étais faible.
comme maintenant. Je lui offris une issue, témoigner pleinement, pour une réduction de peine. Il accepta, et dans son aveu, révéla un secret enfoui où Bertrand avait aussi saboté mon accident de 2015, pour m'éliminer tôt. Ce twist me frappa comme un uppercut, mon réveil en 2015 n'était pas pur hasard, c'était une seconde chance forcée par la mort évitée, mais le destin tordu par la haine. Grand-père avait su, et la lettre était son avertissement, ne deviens pas comme nous. Mais trop tard, j'étais forgé dans le même feu. Bertrand, de sa cellule, ourdit un dernier complot. Via un gardien corrompu ou un reliquat de ses anciennes connexions, il envoya un tueur à gages après moi. Une nuit de juin, alors que je rentrais d'une première à l'Opéra Garnier, un tas nausée wagnérien, prémonitoire dans sa quête de rédemption impossible, une silhouette masquée surgit de l'ombre d'une ruelle du Marais. Le coup de feu claqua, effleurant mon épaule, et je ripostai avec le spray au poivre que je portais désormais. La police l'arrêta, un ex-militaire, payé en bitcoin traçable jusqu'à un compte de Bertrand. Le scandale final éclata, tentative d'assassinat sur l'héritier Duval. Les médias en firent leur chou gras, transformant mon procès en feuilleton national. Je témoignai, la cicatrice fraîche comme un stigmate, décrivant les visions de ma mort édulcorée en hallucinations post-traumatiques pour éviter l'asile. Le juge, impressionné, accéléra, Bertrand fut condamné à la perpétuité incompressible, sans remise. Claire et Étienne, pour bonne conduite et coopération, écopèrent de 10 ans, avec possibilité de libération conditionnelle. Libéré de leur chaîne, je reconstruisis. Duval Immobilier, purgé, devint un empire éthique, rénovation pour logements sociaux dans le 93, partenariat avec des architectes éco-responsables. Paris me acclama comme le phénix, invitant à des dîners chez les Rothschild, où l'on chuchotait, il a sauvé le nom. Mais la nuit, seul avec la clé sur ma table de nuit, les doutes rongeaient. J'avais brisé les tabous inceste, manipulation, mort indirecte, et la société, hypocrite, applaudissait tant que le sang coulait du bon côté. Un été, visitant Claire en prison, elle me tendit la main à travers les barreaux. La boîte est fermée, Alexandre. Vie. Ses yeux, autrefois froids, étaient doux. Étienne, de son appartement adapté, m'envoya un croquis, un plan pour un mémorial à maman, au Père Lachaise. Je l'acceptai. Était-ce la rédemption? Ou juste une pause dans l'opéra? La clé, rangée dans un tiroir, attendait peut-être un nouveau chapitre. Paris, avec ses lumières éternelles, ne jugeait pas. L'automne 2016 apporta une accalmie trompeuse, les vendanges dans les vignobles bordelais me rappelant que même le vin le plus âpre finit par s'adoucir. J'avais vendu l'hôtel particulier au trop hanté par les échos de rire et de l'âme, investissant dans un loft minimaliste près de Bastille, où les murs blancs absorbaient mes silences. La clé trônait sur un autel improvisé, un écrin de velours, entouré de photos de maman, radieuse en robe de bal, et de grand-père, espiègle sous sa moustache. Mais la vengeance n'était pas un feu qu'on éteint, elle couvait, prête à flamber à nouveau. Des lettres anonymes arrivèrent, tu crois que c'est fini? Le sang Duval coule encore. Signé un survivant. Bertrand avait des alliés ou des oncles éloignés, des cousins oubliés, tapis dans l'ombre des banlieues chics de Neuilly. Le premier coup vint sous forme de procès en diffamation, un neveu par alliance, un certain Marc, accusant mes mensonges d'avoir ruiné la famille. L'audience, au tribunal de commerce, fut un cirque, avocat en perruque poudrée citant Balzac pour disséquer l'avidité. Je gagnai, bien sûr, mais le coût émotionnel fut élevé. Marc, en perdant, révéla un secret, Bertrand avait un enfant illégitime, une fille nommée Sophie, élevée en Suisse, prête à réclamer sa part. Le twist, elle contacta moi, non pour haïr, mais pour unir. Mon père m'a tout dit en prison. Il regrette. Laisse-moi t'aider à guérir l'héritage. Belle, cultivée aux études à la Sorbonne, elle devint ma confidente, puis plus. Notre romance, controversée par son lien avec le bourreau, fit jaser, l'héritier et la fille du monstre un scénario de Maupassant. Claire, libérée sur parole après 2 ans pour bonne conduite, revint dans ma vie comme un fantôme repentant. Elle vivait dans un studio modeste à Montmartre, écrivant des mémoires anonymes pour survivre. Laisse-moi racheter, frère, implora-t-elle lors d'un café au Flore. Je l'invitai au loft, non pour la chair, mais pour la vérité. Nous parlâmes des nuits, des regrets. J'étais jalouse de maman. De toi. Bertrand m'a promis le monde. Pardon? Pas encore. Mais une trêve, elle rejoignit l'entreprise comme consultante éthique,
canalisant sa ruse vers le bien. Étienne, paralysé mais vif d'esprit, lança un podcast depuis son lit, Les Duval, Confession d'un traître. Ces épisodes disséquaient la famille, attirant des millions d'auditeurs. Un soir, il m'interviewa en visio, Alexandre, la clé au symbole de quoi, aujourd'hui? Je répondis, de choix. Ouvrir ou verrouiller le passé. Les ratings explosèrent, et avec, une offre hollywoodienne pour un film. Ironie, ma vengeance devenait divertissement. Pourtant, le vrai climax surgit de l'intérieur. Une analyse ADN, commandée par curiosité, révéla, Sophie n'était pas la fille de Bertrand. Une imposture, montée pour infiltrer et détruire ce qui restait des Duval. Elle avoua, larmes aux yeux, il m'a payé depuis la prison. Pour te briser. La trahison, encore un écho de Claire, d'Étienne. Je l'affrontai dans son hôtel près des champs, la pluie battant les fenêtres comme un cœur grec. Pourquoi? Pour l'argent. Et parce que tu as tout pris. Le choix fut controversé, au lieu de la police, je la bannis, lui offrant un billet pour Genève. Va. Mais sache, le sang n'appelle plus le sang. Elle partit, et avec elle, une part de ma rage. La paix relative s'installa. Je fondai une fondation pour les victimes de crimes familiaux, inaugurée par le ministre de la Justice lors d'une cérémonie au Panthéon. Claire parla, Étienne roula en avant. Même Bertrand, vieilli en cellule, m'envoya une carte, la clé t'a libéré. Merci. Mais dans mes rêves, la lame revenait. 10 ans plus tard, en 2025, Paris vibrait d'une énergie post-pandémique, les rues grouillant de vie comme après une résurrection collective. J'avais 40 ans, cheveux grisonnants aux tempes, une cicatrice en croissant sur l'épaule comme un croissant de lune maléfique. Duval Immobilier était un géant vert, rénovant les banlieues en écoquartier, et moi, son PDG philanthrope, citant Hugo dans les TED Talks, les familles, s'écryptent où l'on enterre les vivants. Claire vivait à Provence, mariée à un vigneron, mère de deux, une rédemption rustique. Étienne, marchand avec une canne high-tech, animait des conférences sur l'éthique. Bertrand mourut en prison d'un cancer, murmurant mon nom comme une malédiction finale. La clé? Je l'avais fondue en un pendentif, porté lors de l'inauguration du mémorial à maman, une plaque de bronze au Père Lachaise, gravée à Élise, ouverte à la vérité. Le hook final, lors d'une soirée au Moulin Rouge, une femme s'approcha au Sophie, revenue, yeux changés. J'ai changé. Laisse-moi une chance. Amour ou piège? Je souris, tendant la main. En France, la vie est un opéra sans fin tragique, mais toujours avec un bis.